amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter pas du tout. Je vais rien vous présenter du tout. Je vais faire un quiz parce que je me l'étais dit il y a quelques semaines et donc j'avais envie de tenter de faire un quiz. Alors il y aura plusieurs quiz, ça dépendra de la longueur des quiz. Et on va commencer tout de suite avec un quiz. Alors laissez-moi reprendre ça. Testez votre culture générale avec ce quiz plein de surprises. Êtes-vous incollable en histoire, science et anecdotes insolites? Ce quiz vous entraîne des coulisses de la Rome antique aux défis climatiques d'aujourd'hui, en passant par des découvertes scientifiques étonnantes. 8 questions pour mesurer vos connaissances et apprendre tout en vous amusant. La culture générale, c'est un peu comme un sac à dos. Plus il est rempli, plus on est prêt à affronter toutes les conversations, du dîner en famille à l'apéritif improvisé. Mais entre les légendes historiques, les révélations scientifiques et les bizarreries de notre planète, il y a toujours de quoi se surprendre. Ce quiz va mettre vos neurones à l'épreuve tout en enrichissant votre bagage de connaissances. Saurez-vous identifier pourquoi Jules César aimait tant sa couronne de laurier? Ou deviner quelle frontière se redessine à cause du changement climatique? Laissez-vous tenter, chaque bonne réponse est l'occasion d'apprendre une anecdote vérifiée et parfois inattendue. Les coulisses insoupçonnées de l'histoire, de Jules César aux poétesses oubliées, l'histoire regorge de détails que les manuels scolaires passent souvent sous silence. Savez-vous que, selon l'historien romain Suétone, l'empereur aimait porter une couronne de laurier pour cacher sa calvitie? Bien plus qu'un symbole militaire, cet accessoire devenait pour lui un bouclier contre les moqueries. Autre figure marquante, Enhédouana, grande prêtresse sumérienne du du 23e siècle avant Jésus-Christ, considérée par les historiens comme la première autrice connue au monde. Elle écrivait des poèmes religieux, maîtrisait l'astronomie et jouissait d'un immense prestige dans sa région. Ces anecdotes montrent que derrière les grands noms et les dates, il existe des histoires humaines parfois touchantes, parfois surprenantes, qui rendent le passé
bien plus vivant. Et si l'on regarde de plus près, ces récits offrent aussi un miroir de nos préoccupations modernes. La quête de reconnaissance, le rôle des femmes ou encore l'importance de l'image publique. Quand la science et l'actualité bousculent nos certitudes, les avancées scientifiques et les bouleversements environnementaux transforment notre vision du monde, parfois de façon inattendue. Une étude de l'Institut national de cardiologie de Varsovie, menée sur près de 2500 hommes, révèle qu'après le mariage, leur indice de masse corporelle augmente sensiblement, alors qu'il diminue après un divorce. Les chercheurs y voient l'effet combiné d'un relâchement des efforts pour séduire et d'obligations sociales impliquant des repas plus riches. Côté environnement, le réchauffement climatique redessine littéralement notre carte du monde. En Italie et en Suisse, la fonte des glaciers déplace la ligne de partage des eaux, forçant les deux pays à redéfinir certaines portions de leurs frontières. Ces faits montrent que la culture générale ne se limite pas à un simple catalogue d'informations. Elle permet de comprendre les liens entre les comportements humains, la science et les enjeux planétaires. Donc, 8 questions pour commencer. Et si vous avez bien écouté, dans la première question, on a eu la réponse. D'après Suétone, haut fonctionnaire et érudit romain, né vers l'an 70 de notre ère, Jules César apprécia de pouvoir porter une couronne de laurier parce que il était très complexé par sa calvitie. Il était jaloux de son rival Pompée qui l'avait porté. Il n'avait pas mieux pour séduire les Romaines. Je vous laisse réfléchir. Pour moi, il était très complexé par sa calvitie. Et c'est ça. En 46 avant Jésus-Christ, l'empereur célèbre par 4 triomphes ses victoires militaires et reçoit à cette occasion la toge pourpre et la couronne triomphale. Laissons la parole à Suétone. Il supportait très péniblement le désagrément d'être chauve, qu'il exposa maintes fois aux railleries. Aussi ramenait-il sur son front ses rares cheveux de derrière, et de tous les honneurs que lui décernèrent le peuple et le Sénat, aucun ne lui fut plus agréable que le droit de porter toujours une couronne de laurier. Question suivante. J'espère que vous m'avez bien écouté parce que j'ai l'impression qu'on a eu toutes les réponses dans tout ce que j'ai lu. Une étude de l'Institut national de cardiologie
sociologie de Varsovie a fait parler d'elle en mars 2025. Selon les chercheurs, pour les hommes, le simple fait de se marier multiplie par 3 le risque de développer une maladie de la thyroïde, avoir un accident cardiovasculaire, je sais plus, devenir obèse. Je vous laisse répondre. On a bien écouté, devenir obèse. Selon cette étude portant sur près de 2500 personnes, l'IMC masculin augmente après le mariage et diminue après le divorce. D'après les chercheurs, une fois mariés, les hommes ne chercheraient plus à rester sveltes. Et des obligations sociales liées au mariage les exposent à une alimentation plus riche. Les femmes mariées, en revanche, ne présentent pas de risque particulier. Question suivante. À cause des effets du réchauffement climatique, l'Italie et la Suisse ont récemment dû se résoudre à redéfinir les critères des AOP de plusieurs fromages alpins, redessiner certaines parties de leurs frontières communes, mettre en place un programme transfrontalier de protection de la myrtille de montagne et de la fraise des bois. Je m'en souviens pas. Non, je pense que c'est là de redessiner certaines parties de leurs frontières communes. Ouais, c'est ça. Dans les Alpes, la frontière est largement déterminée par la ligne de partage des eaux le long des crêtes et arêtes glaciaires. Mais cette ligne se déplace au gré de la fonte des glaciers et les deux pays ont dû définir un nouveau tracé. À l'avenir, des différends pourraient survenir dans d'autres zones montagneuses et sur des littoraux où le niveau de la mer monte, France et Belgique, Inde et Pakistan, etc. Question suivante. Qui est la première autrice de l'histoire de la littérature mondiale? Enheduanna, la grande prêtresse et poétesse sumérienne du 23e siècle avant Jésus-Christ. La grecque Sappho, qui vécut à Lesbos au 7e siècle et 6e siècle avant Jésus-Christ. La chinoise Dame Mu de Ju, une princesse et écrivaine du 7e siècle avant Jésus-Christ. Bon, je vais aller vite parce qu'on a eu les réponses en fait. Je choisirai un autre quiz après. Donc c'est évidemment la première réponse. Enheduanna, née dans l'actuel Irak, fille d'un souverain mésopotamien et grande prêtresse de la cité d'Ur, est considérée par différents historiens comme l'autrice de plusieurs poèmes religieux qui sont parvenus jusqu'à nous. Il semble qu'elle pratiquait l'astronomie et les mathématiques et qu'elle ait joui dans la région d'un grand prestige posthume. Qu'est-ce que j'ai fait? 5e question. Ah, ça on l'a pas eu. Nouvelle question. Pour aider les astronautes à perdre moins de masse musculaire, de 20 à 30% lors d'une mission de 6 mois malgré 2 heures de sport quotidien, des recherches sont menées sur l'hibernation des ours, l'alimentation des haltérophiles, la pratique du sport en réalité virtuelle. C'est un peu facile quand même. Enfin, je sais pas en fait. Je me disais l'hibernation des ours. Non, c'est la pratique du sport en réalité virtuelle. Non, c'est pas ça.
l'hibernation des ours. Mais what? Des recherches sont menées sur l'hibernation des ours. En effet, la musculature d'un ours est à peine affectée par l'hibernation. Des recherches tendent à établir que la dégradation des protéines est stoppée dans les cellules musculaires des ursidés. Mieux comprendre leur métabolisme devrait aider à prévenir l'atrophie et la faiblesse des muscles chez l'humain, et pas seulement chez l'astronaute. J'aurais dû écouter ma première intuition. Mais ça me disait quelque chose, cette hibernation des ours. Question suivante. Selon l'ADEME, combien d'eau est nécessaire pour fabriquer une bouteille en plastique qui contiendra 1 litre d'eau? Pardon? J'ai pas compris la question. Ah si, c'est bon. Combien d'eau est nécessaire pour fabriquer une bouteille en plastique, voilà, qui contiendra 1 litre d'eau? 1 demi-litre, 1 litre et demi, 2 litres. J'aurais tendance à dire 2 litres parce que je crois que c'est quand même beaucoup. Parce qu'en fait je ne sais absolument pas. Donc je vais dire 2 litres. Ouais, c'est ça. De l'extraction des matières premières jusqu'au produit final, l'importante empreinte hydrique d'une bouteille souligne la pression paradoxale que ce produit exerce sur les ressources en eau. Question suivante. Aujourd'hui, le français moyen mesure 1,77 m contre 1,64 m pour la française moyenne. Selon une étude internationale publiée dans Biology Letters, comment les femmes et les hommes ont-ils évolué au XXe siècle? Ok. Femmes et hommes ont grandi et grossi dans les mêmes proportions. Les hommes ont grandi et grossi à un rythme 2 fois supérieur à celui des femmes. Les femmes ont un peu plus grandi que les hommes. Je dirais les hommes ont grandi et grossi à un rythme 2 fois supérieur à celui des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Grossi dans les mêmes proportions. Comment les femmes et les hommes ont-ils évolué au XXe siècle? Je sais pas du tout. Je vais dire la 2. Et c'était ça. En effet, les hommes ont grandi et grossi à un rythme 2 fois supérieur à celui des femmes. Pour les chercheurs, 2 explications coexistent. D'abord, la sélection sexuelle. Les femmes auraient préféré se reproduire avec des hommes grands et musclés, tandis que la taille des femmes n'importait pas dans le choix masculin. Ensuite, les scientifiques ont mesuré que lorsque le niveau de développement économique s'accroît, la taille et le poids des humains augmentent. Mais pour des raisons liées surtout aux inégalités de genre, les hommes ont plus accédé aux ressources alimentaires ou aux infrastructures sanitaires, sportives, éducatives et en ont plus profité. Question suivante, la dernière. Sur l'île de Pingelap, un atoll de Micronésie, 10% des autochtones sont atteints d'achromatopsie, une affection génétique qui
ailleurs dans le monde ne touche qu'une personne sur 50 000. Quelle est la particularité de ces habitants du Pacifique? Leur peau présente des taches de couleur. Ils voient en noir et blanc. Ils souffrent de différentes allergies cutanées. Alors, achromatopsie. Achromatopsie. Alors, moi je dirais chroma, c'est les couleurs. Moi je dirais leur peau présente des taches de couleur. Ils voient en noir et blanc, vous imaginez? Une personne sur 50 000. Achromatopsie. Ouais, chroma, c'est tout ce qui est chromatique, les couleurs. Topsie, ben, j'imagine que c'est une déficience, quelque chose. Je vais mettre leur peau présente des taches de couleur. Non, c'est pas ça. Les Iliens touchés par la masquene ou maladie des yeux éteints ne distinguent pas les couleurs, sont très sensibles à la lumière mais se débrouillent bien dans l'obscurité. La chromatopsie est due à une déficience des cônes des photorécepteurs de la rétine. D'après des généticiens américains, elle serait apparue ici à partir de 1820 quand le roi Mouawélé, porteur saint de l'anomalie, eut des enfants avec 3 femmes elles aussi porteuses de la mutation. Dans l'île alors dépeuplée par un typhon, la maladie s'est développée au gré d'unions consanguines. Donc il voit en noir et blanc. Qu'est-ce que c'est triste. Et puis on en apprend tous les jours. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme quiz? Bon, ça veut pas marcher ça. Si je clique là. Ah, il y en a d'autres. Ah, il y en a plein d'autres. Ouais, on va faire ça. Ah, déjà 25 minutes pour 8 questions, mais ça passe trop vite. Mais j'en referai d'autres parce que j'adore. Êtes-vous incollable en nutrition? Faites le test avec notre quiz. Mes cheveux, ça va pas du tout. Oh là 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 là. Bon. Par contre, il y a des trucs à lire là. Ouais, je vais directement passer au quiz parce que sinon on va avoir des réponses. Et je referai peut-être un si ça va vite. Alors, bon, je vais lire quand même la phrase du début. Du boudin noir à la pistache, en passant par la teneur en sucre de vos fruits préférés, la nutrition regorge d'idées reçues et de surprises. Ce quiz ludique vous propose de démêler le vrai du faux tout en testant vos connaissances sur les aliments du quotidien. Alors, participez. C'est parti. Alors, combien de questions? 15 questions. C'est pas mal. On sait qu'ils sont gras. Déjà, ça commence bien. Mais les fromages apportent aussi des protéines, lesquelles en contiennent le plus. Le roquefort et la fourme d'Ambert, le parmesan et la mimolette vieille, la mozzarella et la feta. Je
sens qu'il y a un piège. Je dirais le roquefort et la fourme d'Ambert. Pas du tout. Le parmesan et la mimolette. Vieille. Apporte 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Une belle portion, 40 grammes, apporte autant de protéines que 2 œufs. Je me suis trompée. Je pensais qu'il parlait de gras. J'avais oublié qu'on parlait de protéines. Je pensais que la question c'était lequel était les plus gras en fait. Ah, moi je me suis arrêtée au gras. Moi j'adore le fromage. Voilà. Donc pas du tout. On parlait de protéines. Bon, question suivante. Dyslexie, bonjour. Pouvez-vous classer ces fruits du moins sucré au plus sucré? Un 1000 en plus. Donc du moins sucré au plus sucré. Fraises, myrtilles, pêche, cerise, pastèque. Fraises, pastèque, myrtille, pêche, cerise. Pastèque, myrtille, fraise, pêche, cerise. Pêche, cerise, pastèque, fraise, myrtille. Donc déjà, on va commencer par éliminer. Fraise, pastèque, pêche. Du moins sucré. Moins sucré. Pêche, je l'enlève. Fraise ou pastèque en moins sucré. Pastèque, j'enlève pastèque. Donc il me reste fraise, myrtille, pêche, cerise, pastèque. Ouais, je pense que c'est celui-là. Ou fraise, pastèque, myrtille, pêche, cerise. Non, le premier. Fraise, myrtille, pêche, cerise, pastèque. Eh ben non, c'est pas ça. C'était le deuxième. Mais j'avais bien raisonné, mais pas bien. Du moins sucré au plus sucré. Donc c'était bien le deuxième. Fraise, 5 g de sucre pour 100 g. Pastèque, 6 g. Myrtille, 7 à 8 g. Pêche, 10 g. Et la cerise, 15. Quel est l'aliment le plus riche en fer? Le boudin noir, l'épinard ou la moule? Voilà, on va dire oui, l'épinard, c'est riche en fer pour devenir Popeye, nanani, nanana. Mais je crois que c'est une idée reçue. Je dirais le boudin noir. Qu'est-ce que vous en pensez? Boudin noir. Ouais, boudin noir. Ouais, c'est ça. Le boudin noir fait de sang coagulé. Contient 22,8 mg pour 100 g. 2 fois la dose journalière recommandée, alors que les épinards n'en contiennent que 2,7 mg et les moules 1,7 mg. Question 4. Combien y a-t-il de sucre dans une canette de 33 centilitres de coca? 12 g, 26 g, 33 g. Alors 33, ça me paraît quand même beaucoup. Même si je dirais, moi qui suis une consommatrice très grande consommatrice de coca. Si vous voulez me faire plaisir, c'est du beurre de cacahuète et du Coca-Cola. Voilà. Je
Je dirais, j'hésite entre 12 et 26 grammes. Allez, 12 grammes. Est-ce que je me donne bonne conscience? Peut-être. 12 grammes. Pas du tout. Oh. Bon, ben, une canette de 33, ça fait 1 gramme par centilitre. 33 grammes de sucre. Et c'est à peu près pareil pour la plupart des sodas. Il est recommandé par l'OMS de ne pas dépasser chaque jour la dose de 25 grammes de sucre total. Faites vos comptes. Question 5. La graine oléagineuse la plus riche en protéines est la cacahuète, la pistache, la noix du Brésil. J'hésite entre la cacahuète et la noix du Brésil, même si la noix du Brésil, je ne sais absolument pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais dire la cacahuète. Ouais, c'est ça. La cacahuète renferme 26 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais la pistache n'est pas loin derrière avec presque 25 grammes. Question suivante. Oula, il y a beaucoup de mots là. Oh là là. Question 6. Classer les viandes selon leur teneur en graisse, de la plus faible à la plus élevée. Vous êtes prêts? Parce qu'il y a des tonnes de viande là-dedans. Il y a 4 propositions, laisse tomber. Attendez, je me prépare. Hop. Blanc de poulet, cuisse de poulet, bavette. Oh, ça donne faim. Alors, blanc de poulet, cuisse de poulet, bavette, entrecôte, foie de veau, gigot d'agneau, escalope de veau, filet mignon. Escalope de veau, blanc de poulet, foie de veau, cuisse de poulet, bavette, entrecôte, gigot, filet mignon de porc. Blanc de poulet, escalope de veau. Ça fait très ASMR. Filet mignon de porc, foie de veau, cuisse de poulet, bavette, gigot, entrecôte, bavette, escalope de veau, blanc de poulet, cuisse de poulet, foie de veau, bavette, gigot, filet mignon de porc, entrecôte. Alors, la teneur en graisse de la plus faible à la plus élevée. Donc déjà les premiers c'est quoi? Blanc de poulet, escalope de veau, blanc de poulet, bavette. Ah, bavette, non, je pense pas que c'est... Je pense que c'est blanc de poulet, donc il nous en reste 2. Et je pense que c'est blanc de poulet, cuisse de poulet. Attendez. Escalope de veau. Ouais, je pense que c'est blanc de poulet, cuisse de poulet, bavette, entrecôte et tout le tintouin là. Le premier. Pas du tout. C'était la deuxième sur laquelle j'hésitais encore. Voici le classement des viandes de la moins grasse à la plus grasse. Blanc de poulet, 2 grammes par 100 grammes. Escalope de veau, 3 grammes. Filet mignon de porc, 4 grammes. Foie de veau, 5 grammes. Cuisse de poulet et bavette, 6 grammes. Gigot, 10 grammes. Entrecôte, 17 grammes. Aïe. Ensuite, 7e question. Le sucre blond n'est... Pardon, le sucre blond, c'est du sucre de canne, du sucre non raffiné, du sucre blanc coloré. Alors c'est pas du sucre blanc coloré, ça c'est sûr. C'est du sucre de canne. Non, c'est pas ça. Ah d'accord, j'ai confondu avec du sucre roux. J'ai confondu. Le sucre blanc est coloré au caramel. Et sur le plan nutritif, aucun intérêt supplémentaire, au contraire du sucre non raffiné qui contient quelques vitamines et minéraux. Donc
c'est du sucre blanc coloré, ouais c'est ça. J'ai confondu avec le sucre roux. Tant pis. Question 8. Quel est le meilleur moyen de savoir si un aliment est ultra transformé? Regarder le Nutri-Score, lire l'étiquette d'ingrédients, lire les allégations nutritionnelles. Lire l'étiquette d'ingrédients par exemple. Ouais, c'est ça. Si la liste d'ingrédients est longue, plus de 5, ou qui figure des produits que vous ne connaissez pas et n'avez pas dans votre cuisine, c'est un aliment ultra transformé. On en apprend. Question 9. Quand on tolère mal le lactose, on peut quand même manger. Ah, plusieurs réponses possibles. Donc quand on tolère mal le lactose, on peut quand même manger du beurre, du fromage blanc, des yaourts, des fromages à pâte dure, du fromage de chèvre. Ben tout. Ben tout. Ah ben j'ai cliqué sur du beurre et ça m'a mis... Ça a mis juste. Bon, je sais pas. Le beurre ne contient plus de lactose. Les fromages à pâte dure affinés très peu. Et dans les yaourts, les ferments permettent la digestion du lactose. Bon, très bien. Allez, on repart sur les fruits. La ribambelle de fruits là. Question 10. Classer ces fruits du moins riche au plus riche en vitamine C. Orange, mangue, fraise, kiwi, banane, abricot. Abricot, banane, mangue, orange, fraise, kiwi. Kiwi, abricot, mangue, banane, orange, fraise. Orange, banane, abricot, mangue, fraise, kiwi. Donc du moins riche au plus riche. Eh bien moi les amis, je pense que déjà on peut éliminer en premier le kiwi. Parce qu'il me semble que 2 kiwis c'est équivalent à une orange. Alors je pense que c'est l'abricot, banane, mangue, orange, fraise, kiwi. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, bravo. Je suis pas fortiche. Bon, je vais pas vous faire toute la teneur en vitamine C. Abricot 5 mg, banane 9, mangue 36, orange 50 g pour 100 g, 50 g, 54 mg, la fraise 59 et le kiwi 92. Voilà, il me semblait que le kiwi était plus riche en vitamine C que l'orange. On n'est pas si mauvais ici, hein. Question 11. Oh, 40 minutes. Enfin non, moins c'est parce que j'ai bataillé. Bon, bref. Dans les sardines en boîte, on trouve une bonne quantité de plusieurs réponses possibles. Vitamine D, vitamine A, oméga 3, oméga 6, calcium, magnésium. Les sardines en boîte. Qui mange des sardines en boîte? Mettez-moi dans les commentaires qui mange des sardines en boîte. Je comprends pas. On trouve une bonne quantité de... je pense que c'est oméga 3, oméga 6. Si je clique, ils vont me dire, je sais pas quoi là. Oméga 3. Ouais, voilà. Ah, mais si j'ai cliqué sur... Ouais, d'accord. J'aurais cliqué... Si j'avais cliqué sur autre chose, ça m'aurait compté juste, je pense. On trouve dans les sardines en boîte de la vitamine D, des oméga 3, du calcium, mais aussi du phosphore, des protéines et de la vitamine B12. Maligne, économique et franchement bénéfique. Question 12 sur la Ah tiens, si vous avez regardé mon ancienne vidéo de il y a quelques jours, vous devrez savoir la réponse.
Sur la coquille sur la coquille des œufs, on trouve une suite de chiffres et d'indications. Que signifie le premier chiffre? Le mode d'élevage, l'âge en année de la poule qui l'a pondue. La provenance par département. Le premier chiffre c'est le mode d'élevage, bien sûr. 0, œuf bio. 1, poule élevée en plein air. 2, poule élevée au sol sans extérieur. 3, poule élevée en batterie. Bravo. Et question 13. La bonne dose de sel à ne pas dépasser par jour, c'est 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes. 15, ça fait beaucoup, non? 5. On met 5. Ouais, c'est ça. 15, ça faisait un peu beaucoup quand même. La bonne dose de sel à ne pas dépasser est de 5 grammes par jour, soit l'équivalent d'une cuillère à café. Attention au sel caché dans les aliments industriels, charcuterie et fromage. Avant-dernière question. Les légumineuses sont riches en fibres, protéines, glucides, sucre, lipides, graisses, gluten. Eh bien, je pense que ce sont les fibres. Voilà, c'est ça. Les légumineuses sont riches en fibres. 5 à 15 grammes pour 100 grammes qu'on ne consomme pas assez. En glucides, 11 à 17 grammes et en protéines, 6 à 10 grammes. Elles peuvent remplacer la viande ou le poisson. 100 grammes de légumineuses cuites égale 50 grammes de chair animale. Et enfin les amis, la dernière question de ce quiz sur la nourriture. Quelles huiles contiennent les meilleurs acides gras? Le tournesol et le maïs, l'olive et le colza, le pépin de raisin et la coco. Je dirais le pépin. Oh, j'ai le soleil. J'aime bien, ça fait joli. Ça fait des petits... Bref, je dirais le pépin de raisin à la coco. Ouais. Ben c'est pas ça. Voilà. J'aurais dû peut-être vous écouter, peut-être que vous m'avez dit l'huile d'olive. Les huiles contenant les meilleurs acides gras sont l'huile d'olive, riche en acides gras oméga 9, crue ou cuite, et l'huile de colza, oméga 3, crue. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo très longue, ma foi très cool. J'ai adoré vous faire ces quiz. J'en referai, j'avais dit que j'en ferai. Voilà, j'ai adoré vous tourner cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié autant que j'ai aimé vous la tourner. On apprend encore plein de choses ici, c'est fabuleux. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo les amis. Prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, soyez prudents. En tout cas moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis à très très vite. Voilà, c'est tout pour moi. Je m'en vais.